j'ai apporté ici 4 dés, numérotés de façon insolite. Je vais vous montrer tout de suite. Alors. Quatre dés. D'abord, le premier dé, c'est 3 partout. Normalement, un dé, ça porte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est 3 partout. Et le deuxième dé, il porte 4, 4, 4, 4 et 0, 0. D'accord? 4, 4, 4 et 0, 0. On va appeler le premier A, le deuxième B. Et voici le jeu auquel on va s'adonner. Je les fais rouler l'un et l'autre. Et puis, voilà, celui qui montre un nombre supérieur gagne. Dans ce cas, j'ai trouvé 4 de B et 3, bien sûr, de A. Donc, c'est le B qui a gagné. D'accord? Si B avait montré 0, alors c'est A qui aurait gagné, 3 contre 0. Bon. Maintenant, nous allons ordonner, hiérarchiser les dés. Nous allons dire que, de façon répétée, celui qui gagne plus souvent est plus fort. D'accord? Celui qui a davantage de fréquence de gagner, en le répétant, davantage de probabilité de gagner est plus fort. Et vice-versa. Attention, on ne compare pas les espérances, les moyennes des scores. Non, non, non. On se demande qui gagne plus souvent. Et c'est ça l'ordre. D'accord? Entre A et B, nous allons comparer 3 partout contre 4, 4, 4, 4, 0, 0. Qu'est-ce qui est plus fort? Oui, évidemment, B, puisque B gagne 4 fois sur 6, n'est-ce pas? D'accord? Donc ça, c'est très simple. Bon, pour l'instant, ça va. Maintenant, B contre C. Alors, B, c'était 4, 4, 4, 4, 0, 0. Et C, que je viens de sortir, il porte 5, 5, 5, 1, 1, 1. La moitié de fois 5, la moitié de fois 1. D'accord? Donc ça, c'est C contre B. Alors, qu'est-ce qui gagne plus fort? Oh là 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 là, faut-il faire de l'arithmétique? Je ne veux pas faire de calcul, c'est terrible. Mais, attendez, attendez. Ne quittez pas la salle. En fait, on peut juger de façon purement qualitative, sans aucun calcul. Parce que, vous voyez, pour C, C montre 5 la moitié des fois. D'accord? Et lorsqu'il montre 5, quoi que fasse l'autre B, eh bien, il a inconditionnellement gagné déjà. Parce que B ne porte que 4 ou 0. Donc 5 gagne toujours. Donc C a gagné déjà la moitié des fois. Mais même s'il montre 1, il y a une petite probabilité résiduelle de gagner contre B parce qu'il pourrait montrer 0. Donc C a gagné strictement plus que la moitié des fois. Et cela veut dire que C est plus fort que B. D'accord? C'était joli. Donc on n'a pas besoin de faire de calcul. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours ce truc-là. Ensuite, on va comparer C contre D. D, c'est le nouveau. Il porte 6, 6, 2, 2, 2, 2. 6, 6, 2, 2, 2, 2 contre le champion pour l'instant de tous les trois, c'est-à-dire 5, 5, 5, 1, 1, 1. Moitié 5, moitié 1, ça c'était C, contre le nouveau D, qui est 6, 6, 2, 2, 2, 2. Ça alors, oh là là, il faudra faire peut-être un petit calcul. Non, 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 on peut éviter le calcul complètement, on peut raisonner de façon qualitative de nouveau. Cette fois-ci, du point de vue du perdant. Regardez le C, il montre 1 la moitié des fois. Mais s'il montre 1, eh bien, il a inconditionnellement perdu déjà contre D. Parce que D porte 6 ou 2. 1 perd toujours. D'accord? Donc, C a perdu déjà la moitié des fois. Mais même s'il montre 5, il peut encore perdre peut-être une petite probabilité résiduelle parce que l'autre pourrait montrer 6. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, C perd strictement plus que la moitié des fois. Par conséquent, il est plus faible que D, et c'est D qui gagne. Alors, par conséquent, ce que nous avons trouvé, l'hiérarchie c'était ça, A, B, C, D en montant. A est le plus faible, ensuite B, ensuite C, ensuite D. Mais maintenant, comparons D et C. Plus faible avec le plus fort. D, je vous rappelle, c'est 6, 6, 2, 2, 2, 2. Et A, c'est 3 partout. Qui gagne? Plus souvent. C'est A. Vous avez par conséquent, vous êtes en présence de 4 dés, A, B, C, D, tels que
B est plus fort que A, C est plus fort que B, D est plus fort que C, mais pourtant A est plus fort que D. Ces D non transitifs sont connus depuis longtemps, mais l'exemple de l'échantillon particulier d'Efron, Efron c'est un collègue de Stanford, c'est un brillant statisticien, est très agréable parce qu'on n'a pas besoin de calcul, on peut toujours raisonner de façon qualitative. Et c'est un cycle non transitif. Et bien sûr, je souligne encore que rien de tel ne se produit tant qu'on compare les espérances, les moyennes. Ça, ce sont les nombres réels, donc ça range sur la droite. Bon. Mais pour des comparaisons en probabilité, il peut exister des non-transitivités de ce genre. Et bien sûr, on peut faire des choses un peu plus économiquement. Par exemple, si vous prenez A, B, D, bon, il se trouve que ça aussi, c'est un cycle non transitif, mais alors là, il faut calculer pour se contenter. Voilà. J'insère ici une petite homélie. À mon avis, la prise de conscience de cette classe de phénomènes, la non-transitivité des comparaisons probabilistes, est très utile à tout citoyen pensant. Par exemple, la littérature médicale est entachée de beaucoup d'articles qui tombent dans ce piège. Ils comparent par exemple 3 traitements et disent bon, A a guéri davantage de gens que B sur un échantillonnage, B a guéri davantage de gens que C sur un autre échantillonnage, et par conséquent, ils disent A est le meilleur des 3. C'est peut-être vrai par instant, mais ce n'est pas une étape logique qu'on peut se permettre en général. D'accord ? En comparaison de probabilité, ça, ce n'est pas permis en général. Il faut vérifier. Et pour toute comparaison de probabilité, dans ce monde complètement dominé et obsédé par la statistique, c'est très important pour tout le monde, je pense. Et on a ce genre de métaphore, si vous voulez, ce qu'on appelle l'escalier plutôt cloître d'Escher, qui semble monter quand on fait le tour. Ici, je vous montre des photos d'un objet qui a été créé par Sugihara. C'est un objet en 3D, un vrai objet. Et si on le photographie d'un certain angle, ça a l'air d'être un escalier, un cloître d'Escher. Mais en fait, la réalité, c'est comme ça. Donc, il faut la photographier d'un certain angle. Mais enfin, bref, ne serait-ce que comme métaphore, j'aimerais bien vous inviter à commencer à penser en ces termes. Et il y a bien sûr d'autres, comment dirais-je, avatars de ce phénomène. Vous pouvez étudier par exemple le paradoxe de Condorcet, qui est très célèbre en France, ainsi que le théorème d'Arrow, qui a eu le prix Nobel d'économie pour cette découverte. Un autre problème, on peut aussi avoir le même ordre d'idées. Voici 2 médicaments, 1 et 2, qui furent testés. D'accord ? On les a donnés à des hommes et des femmes, le médicament A, le médicament B, et on a compté le nombre de cas qui ont été guéris et le nombre qui n'ont pas été guéris. Donc, rond indique guéri et croix, pas guéri. D'accord ? Alors, le tableau que voici, je peux les énumérer aussi, mais on se demande, selon ces données, lequel est le plus efficace comme médicament, 1 ou 2 ? Il y a 2 façons de raisonner. Et ce paradoxe est dit de Simpson, bien que le vrai découvreur ne l'est pas. Enfin, ça date de la nuit des temps. En général, comme vous savez, il y a un principe dans les sciences comme quoi, si un énoncé, une découverte, un résultat est nommé selon quelqu'un, c'est sûrement pas cette personne que c'est dû. C'est le principe de Tokieda. Et voilà. Alors, solution 28. D'abord, on peut lire sur ces données que chez les femmes, d'abord, le médicament 1 guérit 0,09 des cas. D'accord ? Vous pouvez bien voir. Hein? Donc, c'est 1, vous voyez, chez les femmes, voilà, 10 sur 10 plus 100. Et le médicament 2 guérit 0,01 des cas. Donc, 1 est supérieur à 2. C'est bien, 0,09 contre 0,01. Chez les hommes, par ailleurs, 1 guérit 0,9 et 2 guérit 0,5. Donc, encore chez les hommes, 1 est supérieur. Très bien. Chez chacun des 2 sexes, 1 est plus efficace que 2. D'autre part, si on réunit toute la population, tout le monde,
Et on compte le nombre de guérisons chez tous les humains, toutes les personnes. Un guérit 0,17 des cas, tandis que 2 guérit 0,34, presque double des cas. Alors, 2 est supérieur à 1. Qu'est-ce qui se passe? Tout devient clair si on fait un dessin. Là, j'ai fait... Est-ce qu'on peut effacer ça pour toujours? Bon, on a une espèce de nuage qui représente dans le plan de X et de Y, si vous voulez, ou 1 de 2, et des nuages qui sont coupés en petits nuages, sous-nuages. Chaque sous-nuage est incliné, comment dirais-je, avec la pente 45 degrés, mais tout l'ensemble de ces nuages a une inclinaison qui est un angle moins 45 degrés. Et vous voyez que pour chacune des sous-populations, la corrélation entre deux effets aléatoires est positive, alors que pour la population totale, elle est négative. Ça peut arriver très, très simplement. Et en fait, c'est un cas qui est presque générique. Et il faut en tenir compte. Un autre problème, encore plus simple en principe, mais quand même qui intrigue, voici le problème 29. Disons que dans une boîte mystérieuse, il y a 2 trous que j'ai pratiqués. Là-dedans, il y a 100 boules rouges et 100 boules oranges. Si vous voulez, 100 pommes et 100 oranges. D'accord? Et là, voilà, je pénètre avec mon bras et je ramasse un des objets et je regarde quelle couleur il a. D'accord? Et bien sûr, comme il y a 100 et 100 de chacun, la probabilité de prendre un objet rouge, la pomme, c'est 1,5. D'accord? C'est bien. Maintenant, un facteur vient et insère une petite paroi secrète entre ces 2 trous. Et il se trouve que lorsqu'on a inséré cette paroi, d'un côté, dans une des chambres, qui a un trou, donc, il y a 8 pommes et 2 oranges. Et dans l'autre chambre, il y a 92 pommes et 98 oranges. D'accord? Mais moi, je n'en sais rien parce que le farceur l'a fait en secret. D'accord? Et comme avant, je mets mon bras et puis je ramasse un objet et je regarde ce que c'est. Alors, recalculer la probabilité de ramasser une pomme, c'est-à-dire le rouge. Eh bien, on va faire le calcul. Solution 29, la probabilité de rouge, c'est égal à la probabilité de rouge conditionnée sur gauche fois la probabilité gauche du trou gauche, plus la probabilité de rouge conditionnée sur droite fois la probabilité de droite. Mais si vous faites le calcul, eh bien, la réponse c'est 122 sur 190, qui est strictement supérieur à 1,5. Or, je ne savais pas qu'il y avait une paroi. Et en ce qui concerne, tant que je vois, les conditions de l'expérience sont exactement identiques à celles que j'ai vécues auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une boîte mystérieuse, il y a 2 trous, et puis j'insère mon bras, et puis je ramasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de choses, au sens large, relève des traitements des données. Tout le monde en parle. Mais le traitement des données connaît des réincarnations diverses, de plus en plus cocasses. Le problème 30, et ça vous concerne tous. Vous savez, il y a longtemps que j'entends parler de cela parce que j'aime beaucoup parler avec les gens des domaines différents. Les pontifes, les grandes personnes déplorent depuis à peu près 50 siècles que dans la société moderne, ils disent les spécialisations sont terribles, elles émiettent les gens se spécialisent de plus en plus, et qu'un jeune qui a été entraîné en X, ça ne veut pas dire polytechnique, X, ne sait rien en Y, et vice-versa, ainsi de suite. D'accord? Vous avez entendu ce propos partout, et peut-être vous en avez tenu vous-même aussi. Alors, démontrez que c'est la faute à l'ENS. Il fait un peu chaud, je vais ouvrir la fenêtre. Il fait chaud parce que je viens d'accuser l'ENS. Alors, partons d'une population, on va faire un plan. Dans le plan, on va prendre 2 axes, X et Y, orthogonales, et partons d'une population où la corrélation entre X et Y est nulle, c'est-à-dire une espèce de nuage qui est ronde comme ça, il n'y a pas de corrélation positive ou négative. D'accord? Maintenant, on va faire subir un concours à cette population, comme font les normaliens.
Et encore de suivre les candidats, comment en général? Eh bien, on les examine dans un certain nombre de matières et on dit si le score de X plus le score de Y dépasse un seuil donné, eh bien, vous passez. Sinon, vous sombrez. D'accord? Hein? Alors, qu'est-ce que ça donne? On a coupé ce nuage avec une droite à inclinaison négative comme ça, pouf! Et vous savez, la partie qui a survécu, tout d'un coup, a une corrélation négative entre X et Y. C'est vous qui avez produit cet effet en faisant passer ce genre de concours. Et lorsqu'on répète ce procédé une vingtaine de fois dans sa vie, eh bien, on produit de plus en plus, on exacerbe la corrélation négative entre telle matière et telle matière, telle spécialité, tout le temps. Voilà l'origine et c'est la faute aux grandes écoles françaises. Et si, par exemple, Procruste, c'était un être mythique en Grèce, si vous connaissez, si on sciait ce nuage, cette population, en une autre norme, par exemple en norme LP, c'est-à-dire, au lieu de dire que x plus y doit dépasser un certain seuil, on va dire x puissance p plus y puissance p, et tout ça à la p'ime racine doit dépasser un certain seuil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça dépend de la valeur de p. Si p augmente de plus en plus, on se rapproche du maximum de x et de y, comme vous savez, et alors cet effet s'aggrave parce qu'on prend, de votre point de vue, une coupure comme ça et on prend ce qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie qui est au nord-est et au sud-ouest, d'accord? Au ouest et sud-est, d'accord? Et c'est une grosse corrélation négative. Tandis que si P diminue, et s'approche de 0, devient de plus en plus petit, eh bien, on s'approche du scénario de minimum de x et de y. Et alors, vous coupez comme ça, d'accord? Et vous prenez, si vous voulez, le premier quadrant de cette population qui n'a pas davantage de corrélation négative que la population originale. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir votre politique sociale comme ça. Bien. Faisons une petite digression. Et en fait, j'ai choisi mes sujets de façon un peu aléatoire. Donc, on va faire une digression sur la marche aléatoire. D'accord. Et j'aimerais vous raconter quelques histoires qui sont utiles, pas pour la suite, parce que, en fait, la suite est indépendante de ce que je vais raconter maintenant, mais pour notre vie en général. Et quelques amusettes. Qui a d'abord découvert et démontré le théorème central-limite? Eh bien, on ne sait pas très bien, mais souvent il est attribué à Dumoivre et à Laplace. Dumoivre a vécu en Angleterre, mais en fait c'est un Français de Champagne, vous saviez ça? Et donc c'est un Français, Laplace aussi est un Français, donc c'est un théorème français. Et dans cette version, disons, primitive du TCL, je vais l'abréger toujours en TCL, théorème central-limite, l'approximation dite de Stirling, elle n'est pas due à Stirling non plus, est très utile. Je vous rappelle, tout le monde la connaît dans cette salle, n factoriel, c'est approximativement égal. Bon, dans votre monde, vous dites, asymptotiquement, j'ai expliqué ces nuances la dernière fois, mais racine de pi n fois n sur e, tout ça, puissance n. C'est ça la forme la plus utile. Après, si vous voulez, il y a une correction de l'ordre 1 sur 12n, et machin, bon, c'est très bien. Pour n assez grand. Je dis assez grand, mais à partir de 10, c'est une excellente approximation déjà. Bon. Bien. Et cette approximation de Stirling assure le passage de la loi binomiale à la loi gaussienne. On fait apparaître cette courbe très jolie, en cloche, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Stirling se cache quelque part dans le TCL. D'accord? Question naturelle, à mon avis. Est-ce qu'on peut secouer le TCL, faire sortir la formule de Stirling? En supposant connu le théorème central limite, est-ce qu'on peut en faire sortir l'approximation de Stirling? Et la réponse est oui. Problème 31, c'était ça. La solution, la voici. J'ai essayé avec beaucoup de distributions, et la meilleure, c'est la distribution de Poisson. Alors, un petit rappel, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que la distribution de Poisson, dans quel contexte il apparaît, mais sauf une certaine notation. Alors, sur une variable aléatoire x de Poisson, de paramètre lambda, qu'est-ce que ça veut dire? On écrit souvent x gna Poisson de L, lambda. Ça, c'est ma notation pour Poisson. Donc, alpha avec un point.
à partir de maintenant, vous allez toutes employer cette notation pour le restant de votre vie, parce que c'est la notation, bien sûr, canonique, divine. Et la probabilité comme quoi x prend la valeur k, x prend la valeur positive, naturelle, c'est exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. D'accord? K est égal à 0, 1, 2, et ainsi de suite. L'espérance et la variance de cette variable est toutes deux lambda. C'est un peu bizarre parce que l'espérance et la variance ont des dimensions physiques différentes, mais toujours est-il que c'est lambda. Et si, une autre propriété, si vous avez une suite de poissons de paramètre 1, alors leur somme est aussi poisson de paramètre n, si vous avez une somme de n variables. Et là, bien sûr, il ne faut pas confondre lambda et n, mais si lambda est égal à n, eh bien, exponentielle de moins n fois n puissance n sur n factoriel, c'est la probabilité que S, cette somme, prenne la valeur n. Jusque-là, d'accord. Donc, vous pouvez maintenant vous réveiller. Je vais dire quelque chose d'intéressant. Jusque-là, c'était un rappel. Alors, on va partir avec de cette ligne tout à fait en haut. Comme j'ai dit, S, cette somme des poissons, prend des valeurs entières. Mais comme on va passer à une approximation en continu, il est naturel de l'écrire non pas S est égal à N, mais S tombe dans un intervalle. Alors, quel est l'intervalle naturel? Je l'ai dessiné. Eh bien, il y a des entiers n-1, n, n plus 1, mais dire que vous tombez sur n, ça veut dire que vous tombez dans l'intervalle de longueur 1 autour de n. D'accord? D'un côté, un demi et d'un côté de l'autre. Ça, c'est un bon remplacement continu, la version continue de ce que nous venons de dire. Alors, on va donc écrire cette probabilité comme la probabilité, un peu artificiellement d'ailleurs, que S tombe dans l'intervalle entre n-1,5 et n plus 1,5. D'accord? Ça va. Mais, vous avez le droit d'utiliser le TCL. Donc, je vais remplacer ça par une intégrale gaussienne. C'est l'intégrale entre n-1,5 et n plus 1,5 de la fonction intégrée, c'est quoi? 1 sur racine 2pi n fois exponentielle de machin, alors c'est moins x moins n au carré sur 2n. Pourquoi? Parce que là, il faut avoir la moyenne, là, il faut avoir la variance, mais moyenne et variance sont toutes deux lambda, c'est-à-dire n. D'accord? Donc, je l'ai écrit. Et cette intégrale, ma foi, se trouve centrée autour de n, mais une cloche, on peut la déplacer n'importe où. Donc, je l'ai déplacée un peu en arrière, donc je l'ai ramenée près de l'origine, l'intégrale de moins 1 à plus 1, de l'intégrale que vous voyez ici, donc la facteur c'est la même, c'est le même 1 sur racine de pi n, fois exponentielle de moins x au carré sur 2n. D'accord? Or, exponentielle, comme ça, moins x au carré sur 2n, dans l'intervalle moins 1,5 plus 1,5, est à peu près 1. D'accord? Pour n très grand, de toute façon. Donc, tout ce qui ressort, c'est 1 sur racine de 2pi n. Et si vous regardez le dernier terme et le comparez au premier, eh bien, c'est Starling. D'accord? C'est un peu, comment dirais-je, pervers parce que, bien sûr, le théorème central limite est beaucoup plus, comment dirais-je, costaud que Starling. Mais quand même, il recèle Starling dedans et on peut le faire sortir. Si j'ai voulu faire ceci, c'est parce que je voulais m'en servir dans les exemples qui vont suivre. La marche aléatoire symétrique, donc vous vous promenez, ivrogne, comme ça, est une adaptation cinématographique du théorème central limite. Le théorème central limite, c'est un truc analytique, mais si vous voulez le regarder au lieu de lire sur le texte, regardez au cinéma, eh bien, vous pensez à une marche aléatoire. Bien sûr, ici, bon, j'en sais, est-ce que j'ai le droit de faire une intégration? Oui, un tout petit peu. Alors, maintenant, les spécialistes en probabilité vont crier gare parce que, vous savez, moi aussi, je m'intéresse, je ne suis pas inconscient de la grande différence entre différents modes de convergence, convergence en mesure, convergence en probabilité, convergence en LP, convergence en distribution, et ainsi de suite. Et là, j'ai l'impression de parler seulement de convergence en distribution. Alors, c'est vrai, la convergence presque partout est très puissante, mais j'aimerais que vous réfléchissiez. C'est vrai, c'est très utile en mathématiques, mais dans les sciences, en dehors des mathématiques, en dernière analyse, à la fin des fins, il faut avoir affaire à un nombre mesuré. Il faut mesurer quelque chose et se dire est-ce que l'expérience est en accord avec ma prédiction théorique ou non. Et là,
on doit obligatoirement avoir recours à la distribution à la fin. Il faut revenir à la distribution. Ce que vous avez fait dans l'abstrait, toute la théorie de Lebesgue est invisible aux humains. Parce qu'il y a la convergence presque partout, on rate ce point, on ne sait plus. Enfin, ça existe dans notre logique, mais ce n'est pas mesurable. Mesurable au sens, pardon, des expériences. D'accord? Donc, j'aimerais rétablir un peu le respect pour les convergences en distribution. C'est ça qu'il nous faut pour faire des sciences. D'accord? Donc, je vais parler de distribution tout le temps. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile, ce qui est un autre avantage, pas un des avantages. Il y a des gens qui pensent que ce qui est facile n'est pas digne de respect, mais je ne suis pas d'accord. Alors, problème 32. J'aimerais, ce n'est pas un problème, c'est une publicité. J'aimerais, en dessin, expliquer pourquoi une telle marche retourne à l'origine avec probabilité 1, c'est-à-dire sûrement en dimension 1 et 2, tandis qu'elle retourne, ça s'appelle récurrence, et tandis qu'elle retourne avec une probabilité strictement inférieure à 1, c'est-à-dire il y a une probabilité comme quoi elle ne retourne pas à l'origine, en dimension 3 et au-delà. Ça s'appelle la transience. Vous connaissez tous ce résultat qui remonte par exemple à Polya. Mais là, il faut souvent faire l'analyse de Fourier, il faut faire autre chose, et ainsi de suite, mais j'aimerais le faire en dessin. D'abord, le premier constat, c'est que la probabilité qu'au bout de n pas, on a fait le premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, et ainsi de suite, la marche se trouve à l'origine, peut être écrite absolument explicitement, c'est-à-dire P de n, cette probabilité, et le polynôme, le binôme, coefficient de coefficient de binôme, n fois 1,5 de n fois 1 sur 2 puissance n. D'accord? Je pense que c'est intuitif. Bien sûr, vous allez dire, oui, il faut que n soit pair, ainsi de suite. Bon, excusez-moi. Et là, c'est un coefficient de binôme, mais qui fait intervenir beaucoup de factoriels. On les frappe tous par la formule de l'approximation Starling, et ce qu'on obtient, c'est que, en fait, cette probabilité est de l'ordre de 1 sur racine de n puissance moins 1,5. C'est ça l'ordre de cette probabilité. Donc, après n étapes, vous vous promenez à droite et gauche, gauche, droite, ainsi de suite. Mais au bout de n étapes, quelle est la probabilité qu'après, vous êtes de retour à l'origine? C'est de l'ordre de 1 sur racine de n. Et ça tombe sous le sens, dans beaucoup de contextes. On va se demander, par exemple, jusqu'où diffuse une telle marche aléatoire. Bon, en principe, il peut aller jusqu'à moins n et jusqu'à plus n. Si on a toujours fait gauche, toujours, ou droite. Mais ça, c'est très peu probable. Vous allez vous dire que, bien sûr, en fait, en général, ce n'est pas tout à fait dans cet intervalle tout entier. On va se trouver assez près de pas trop loin de l'origine. Alors, estimons cette sous-intervalle dans lequel on se trouve typiquement. Vous connaissez toujours, c'est de l'ordre racine d'n, c'est ce que je vous montrais. Bon, d'abord, étalons la probabilité uniformément sur le sous-intervalle qui ne soit pas trop loin de l'origine. Wallis, qui dit que la probabilité de retour est de l'ordre de 1 sur racine de n, implique que dans ce sous-intervalle, si on fait l'approximation uniforme de diffusion, la longueur de cet intervalle doit être de l'ordre de racine de n aussi. Et d'ailleurs, c'est dimensionnement forcé en physique. En dimension, ça c'est la dimension 1, mais en dimension d, comment ça se passe? La marche aléatoire dépend-elle de la dimension n? En quelque sens, oui, mais dans d'autres sens, non. En ce qui concerne l'écart de l'origine quand on a fait n pas, eh bien, ça n'a rien à voir avec la dimension comme je vais vous montrer. À chaque pas, la marche choisit une des directions parmi x1, x2 jusqu'à xn. D'accord? Donc, je veux aller là, et ainsi de suite. D'accord? Dans toutes les directions. Donc, en moyenne, vous allez dire, chaque direction x de i reçoit n sur d pas, si d a la dimension. D'accord? La marche diffuse donc, en utilisant le résultat de la dimension 1, diffuse la racine de n sur d le long de chaque x1. Donc, quelle est la distance d-dimensionnelle depuis l'origine? C'est, selon Pythagore, on peut calculer, c'est racine de n sur d au carré plus racine de n sur d au carré, on en ajoute d fois, et on prend la racine carrée, et ça devient n puissance 1,5, c'est-à-dire racine d'n.
exactement comme en dimension 1. Donc, cet ordre de grandeur ne dépend en rien de la dimension. En toutes les dimensions, c'est toujours, on s'éloigne à la racine n de l'origine. Typiquement, indépendamment. Maintenant, on va faire enfin ce dessin. Solution 32. Voici une marche aléatoire en dimension d. Et c'est une boîte de chaque côté à la longueur typiquement racine de n. Je vous ai montré. Alors, et rappelez-vous, ce que j'aimerais bien, ce dont je veux vous convaincre, c'est la récurrence ou la transience en dimension. D'accord. Bon, on se promène dans cette boîte et on va se trouver typiquement dans cette boîte, de côté racine de n. Alors, quelle est, après tout ça, la probabilité de se trouver pile à l'origine? Eh bien, dans cette boîte, il existe combien de points? Racine de n puissance d points. D'accord? Donc, on va choisir un de ces points. En fait, on a un peu plus de probabilité d'être à l'origine plutôt qu'ailleurs, mais peu importe. Donc, parmi racine de n puissance d points de la boîte, on choisit un point, c'est-à-dire l'origine. La probabilité sera de l'ordre de n puissance moins d sur 2. Moyennant cet étalement uniforme. Alors, on va ajouter donc les probabilités de retour au bout de 1 pas, 2 pas, 3 pas. Quelle est la probabilité que je sois de retour au bout d'un pas? Quelle est la probabilité que je sois de retour au bout de 2 pas, au bout de 3 pas, 4 pas? On ajoute toutes ces probabilités, d'accord? Bon, encore une fois, je sais, il faut que le nombre de pas soit pair, mais bon, excusez-moi. Alors, la somme qu'on obtient, c'est la somme sur les indices n qui part de 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, de n puissance moins d sur 2. C'est ce qu'on appelle la fonction zeta, à la valeur d sur 2. Et on sait, on apprend en top et ailleurs, que cette série diverge lorsque la variable d sur 2 est inférieure ou égale à 0. D'autre part, cette série converge, possède une somme finie, si d sur 2 dépasse complètement et est strictement supérieur à 1. Et c'est ça. Si c'est infini, ça veut dire que il y a beaucoup de probabilités qui s'accumulent dans cette somme. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chances de retourner à l'origine. Mais si c'est fini, ça veut dire que malgré la présence d'une infinité de termes, eh bien, la somme est finie. Ça veut dire que les termes sont tout petits et on n'a pas vraiment beaucoup de chances de retourner à l'origine. C'est ça l'intuition. D'accord? Bon, si vous avez de la rigueur, vous allez conclure à l'aide du lemme de Borel-Cantelli. Bon, ça va. Donc, vous savez, à la fin, on voit sur ce dessin que la dichotomie entre la récurrence et la transience d'une marche aléatoire, en n'importe quelle dimension, en tout cas dans le cas euclidien, en fait, tient à la valeur de la fonction zeta en point d sur 2. C'était ça. Une petite application. Problème 33. C'est une application vraiment typique de tous les jours. Je m'en sers tous les jours, littéralement. Disons que je vais de chez moi, maintenant, Villa Pasteur, à l'école normale supérieure, donc ici, à côté, et on veut estimer la longueur de ce chemin, qui part de, disons, point P0, et passe par P1, P2, ainsi de suite, parce que je veux passer par un tel bar, et puis je veux m'arrêter à un tel café, je veux aller voir un tel marchand de livres, et ainsi de suite. Et à la fin, au bout de quelques heures, j'arrive à mon bureau de l'école normale. D'accord? C'est un chemin. Alors, et je veux estimer la longueur de ce chemin, qui passe par beaucoup de points, et qui arrive à P de n, c'est la fin. Alors, je vous demande, je veux estimer la longueur de ce chemin. Lequel est plus précis? Estimer la longueur totale d'un seul coup, ou bien estimer estimer P0 de P1 et ensuite P1 de P2, tous ces segments individuellement, et ajouter les estimations. Lequel est plus précis? Alors, je vous laisse voter. Qui croit à l'estimation de la longueur totale d'un coup? Qu'on lève les doigts. Non? Qui préfère diviser et conquérir? C'est-à-dire qu'on estime chaque segment et on ajoute les résultats. Qui pense que ça va donner davantage d'erreurs? Vous savez, ça donne beaucoup de travail de calcul quand même, parce qu'il faut faire n calculs et ainsi de suite. Bon, vous voyez, et je vois qu'il n'y a pas de partition dans ça, parce que soit on est pour, soit on est contre. Il y a une grande majorité qui n'est ni pour ni contre. C'est peut-être la sagesse française. Est-ce que quelqu'un est trop timide pour voter? Qu'est-ce que vous feriez demain, si vous voulez? La question, c'est qu'est-ce que ça
Hein, d'un coup, c'est-à-dire que, bon, je dis d'emblée, de chez moi, de l'école normale, oh, je pense que ça fait un demi-kilomètre. Pouf, j'estime. On a tendance à mettre des bouts de segments bout à bout pour calculer la longueur. Ah non, c'est pas ça. On essaie de deviner la longueur. D'accord? Deviner, estimer, ça veut dire deviner. Ça ne veut pas dire faire la somme intégrale pour rapprocher de la somme de Riemann. Ça n'a rien à voir avec la question. La question, c'est estimer, deviner la longueur. C'est ce qu'on fait, même quand on n'est pas mathématicien, on le fait tout le temps pour toutes sortes d'objets dans la vie, n'est-ce pas? On estime, on devine combien c'est. Et est-ce qu'il faut deviner d'un seul coup la totalité, ou on divise et puis on estime chaque partie et on les ajoute et puis on calcule la somme? Qu'est-ce qui donne plus de précision en général? D'accord? Alors, la réponse, c'est qu'il faut diviser pour mieux régner. Solution 33. Notons par plus ou moins epsilon l'erreur qu'on commet lors de l'estimation d'un seul coup, de la totalité. D'accord? Plus ou moins epsilon, c'est ça notre erreur. D'accord? Pas l'erreur relative, mais l'erreur absolue, si vous voulez. Maintenant, si on divise le chemin en n étapes, chaque étape accuse une erreur typiquement de plus ou moins epsilon sur n. Vous êtes d'accord? D'accord? Mais d'habitude, c'est ça que j'ai le miracle. Mais d'habitude, vous savez, quand on divise et estime individuellement, on commet des erreurs indépendantes. Si on surestime un certain segment, on va sous-estimer un autre segment, et ainsi de suite. Ce sont des erreurs indépendantes. Mais si on a des erreurs indépendantes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une marche aléatoire dans l'espace des erreurs. Hein? Et donc, l'erreur qu'on va commettre en divisant et en ajoutant, c'est plus ou moins epsilon, plus ou moins epsilon, plus ou moins epsilon, jusqu'à plus ou moins epsilon, n termes, divisé par n. Mais le numérateur, la somme de ces erreurs, ce n'est pas en fait plus ou moins n fois epsilon, mais c'est plus ou moins racine n fois epsilon, à cause de cette propriété fondamentale de la marche aléatoire. Et comme on divise par n, le résultat de cette somme donne l'erreur non pas plus ou moins epsilon, comme pour la totalité, d'un coup, mais plus ou moins epsilon divisé par racine de n, dramatiquement plus petite que devinée d'un seul coup. Voilà. Et c'est ça qui explique, si vous voulez, c'est la devise divide et impera, c'est en latin, diviser pour mieux régner, ou diaire kai basilewe, en grec. Ceci est le mécanisme fondamental du miracle des estimations au-dedans d'une enveloppe. Vous savez, lorsque vous me parlez au café, et puis je dis, ah oui, bon, on va estimer par exemple quelle est la grandeur d'une goutte d'eau qui pend, et ainsi de suite. Bon, je griffonne quelque chose au dos d'une enveloppe. Ah oui, c'est de l'ordre d'un demi-centimètre peut-être. Oh là là, d'où ça vient? Et puis, est-ce que c'est juste une grossière erreur, et ainsi de suite? La plupart des cas, les erreurs sont infimes. Et parce que il vaut mieux en fait diviser et estimer chaque facteur et faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire commettre des erreurs indépendantes et automatiquement, grâce à ce mécanisme de la marche aléatoire, on peut réduire l'erreur. C'est quand même impressionnant. D'accord? Alors, voici une suite de cartes que j'ai étalées, une carte tout à fait normale puisque c'est l'école normale. Et alors, je pense que c'est Fabienne qui est allée acheter. Non, c'est Claire plutôt qui est allée acheter. C'est Fabienne. Alors, je les ai étalés comme ça. Les A compte comme 1. Alors, je ne connais pas ces noms en français. Jack, c'est quoi? Valet compte comme. C'est 11 en général, mais on va le compter comme 1, d'accord? Et reine, c'est. Dame, c'est 12, mais on va le compter comme 2, d'accord? Et roi, c'est. Roi, 13, mais on va le compter comme 3, c'est-à-dire modulo 10. D'accord? 10, par contre, c'est 10. OK? Et joker, on va le compter comme 1. D'accord? Donc, vous avez compris, As, 1, bien sûr, et valet, 1, dame, 2, roi, 3, et joker comme 1, et 10, c'est 10. D'accord? Sinon, bon. Alors, voici ce que vous allez faire. Parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être jusque-là. Bon, parmi ces 7 premières cartes, enfin au hasard, on peut prendre 10, parmi ces 7, vous choisissez une des cartes au hasard, pour vous-même, ou délibérément, parce que c'est une carte vous est plus chère qu'une autre, d'accord? Et vous allez
faire cette opération-là. Par exemple, supposons que j'ai choisi 5. D'accord? À partir de 5, je fais 5 étapes, 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Vous suivez? Et je tombe sur 1, parce que valet c'était 1, je fais 1. Et je tombe sur 5, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur le roi, qui est 3, donc 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc chaque carte sur laquelle vous tombez vous donne le nombre de pas que vous allez faire à la prochaine étape. Et vous continuez. Et vers la fin, il ne sera plus possible de continuer parce que c'est la fin. Et la dernière carte sur laquelle vous vous êtes arrêté, ce sera votre carte. D'accord? Et c'est la vôtre, très secrète, très personnelle, très clandestine. Et, vous savez, très romantique, donc il ne faut la révéler à personne. D'accord? Alors, choisissez une des cartes, comme vous voulez, et vous poursuivez. Et je vous laisse peut-être quelques minutes pour faire une démarche pour trouver votre carte, mais peut-être pour la faire de nouveau, pour être absolument sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. D'accord? Allez-y. Et je ne regarde rien du tout. Bon, je vais partir prendre mon café, là. Vous pouvez sauter cette partie dans le film après. Enfin, sauter, d'accord? Est-ce que tu peux voir d'ici? Non? Oui, d'accord. Est-ce que tu es en train de faire? Hein? Non, quand on est sur le point de sortir, on s'arrête. La dernière carte sur laquelle vous vous êtes arrêté, avant de devoir sortir, c'est votre carte. D'accord? Votre carte, à la fin, votre carte secrète, votre carte très importante, votre carte dont dépend votre vie, c'est la dernière carte sur laquelle vous vous êtes arrêté avant de devoir sortir. D'accord? Non, ce n'est pas périodique. Vous vous arrêtez là. Vous commencez là, d'accord? Il faut commencer par là, non pas par là. Vous faites... Bon. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre carte, chacune à peu près? Bon, je vous laisse. Alors, maintenant, je vais essayer de deviner parce que je vois votre visage, je ressens une certaine vibration spirituelle et je vais deviner quelle est votre carte. Hein? C'est très, très intime. Alors, levez le doigt si vous avez déjà trouvé votre carte. Alors, bon, vous avez l'air de ça. Bon, alors, je vais vous donner ce qui est quelque chose d'écrit, mais tournez vers le bas, ne le regardez pas encore. D'accord? Gardez-le vers le bas. Bon, Jean-Marc, tu as vu? Bon, toi, c'est plutôt ça. Oui, et tu ne le regardes pas. Tu as trouvé? Ça, c'est un cas difficile. Bon, d'accord. Vous? Ça va, oui, d'accord. Non, ça, c'est clair, oui. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Bon, ça c'est plutôt ça. Est-ce que tu as trouvé? Tu n'as pas trouvé, donc tu continues. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Vous? Plutôt ça. Vous? Plutôt ça, oui, vous. Ne regardez pas, hein, ne regardez surtout pas. Ça va? Ça va? Ne regarde pas, hein. Et puis, vous avez trouvé? Non? 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 Vous avez trouvé? J'en ai pris 14. Ah non, pardon, ne dites pas votre carte à personne, hein, à propos. Il ne faut pas la déclarer. Vous avez trouvé? Non, vous n'avez pas trouvé? Vous? Oui, c'est vrai que vous n'avez pas trouvé, oui. Alors, oui? Quelqu'un d'autre? Bon, je vais sortir, pardon. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Oui, au but de nez. Vous avez trouvé? Ça, oui, ça va. Ne regardez pas. Tu as trouvé? Vous avez trouvé, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait comme carte? Je crains de me tromper. Oui, vous avez trouvé. Oui, ça c'est vous, je vous connais. Alors ça c'est clair, Non, je vous connais. C'est là une question de personne. Vous avez trouvé? Oui, ça je vous connais. C'est clair. Oui, je savais. Oui, ça je sais depuis longtemps. Oh là 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 là. Quelqu'un d'autre? Tu as trouvé? Oui, Nicolas, oui, tu auras la meilleure carte. Vous aussi. Merci. Et quelqu'un d'autre? Vous avez quelqu'un derrière? Montrez-moi votre corps. Oui, d'accord. D'accord. Et quelqu'un d'autre, c'est tout?
Personne. Alors, tout le monde qui a trouvé sa carte a reçu mon diagnostic, d'accord? Alors, maintenant, 1, 2, 3, retournez. Est-ce que c'est votre carte? Alors, pour qui ai-je eu raison? Et je me suis trompé pour qui? Je pense qu'on a compté. Alors, d'où est-ce que Nicolas est parti? Le A, c'est Hein? Oui, A compte comment? Vous n'êtes pas arrivé là? Hein? Ah, zut, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Donc, certains ne sont pas... Ah, oui, d'accord. Certains... Oui, bon, beaucoup de gens sont arrivés jusque-là, c'est ça? Je ne sais pas... Vous savez qu'il y a 3 espèces de mathématiciens. Ceux qui savent compter, ceux qui ne savent pas compter. Bon. Mais sinon, c'était le... Et pour tout le monde, en fait. Et juste, peut-être que je me suis décalé, on compte à partir de la carte sur laquelle on est. Oui, non. 1, Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. On commence. Moi, j'ai commencé à partir de Oui, pour commencer par là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Et après, D'accord. moi, j'arrivais. D'accord? Alors, mais bon, je me suis gouré à la fin. Bon. Mais c'est bien, ça donne un peu d'humanité à cette magie. Bon, alors, je vais vous expliquer, je raconte une histoire, mais l'histoire sera racontée au bar quand on va sortir après le cours. Si vous voulez venir, on va prendre un pot ensemble. Mais d'abord, la magie. Vous savez, vous êtes d'accord que, bon, vous commencez quelque part, mais un principe fondamental, c'est que, bon, vous avez créé une suite, d'accord, de marches. Moi aussi. Mais si votre parcours et mon parcours se rejoignent à une carte quelconque, à partir de là, vous êtes complètement collés. Vous vous collez complètement. D'accord? Et plus il y a de cartes, davantage il y a de chances de se recoller en cours de chemin. Et en fait, la suite est assez longue pour que presque tout le monde se colle. Et ça, c'est une technique très, très, comment dirais-je, à la mode en théorie des probabilités de nos jours. Ça s'appelle coupling, couplage. Et on s'en sert tout le temps pour faire des choses magnifiques. Et c'est un jeu de couplage. Donc, il suffit de montrer ça aux spectateurs et ils font ce qu'ils font. Et moi aussi, je pars d'une carte quelconque et je fais la même expérience. Je trouve ma carte et ma carte sera presque sûrement la vôtre. Et plus longue. Donc parfois, si je parie de l'argent, bon, j'ai 2 jeux de cartes plutôt quand et là, c'est presque sûr. Mais sur un jeu, on réussit pour la plupart. D'accord? Et je vais vous raconter une histoire drôle à propos de ceci, mais un café après. Bon, merci beaucoup, on va continuer. Et ça, c'était pas du tout indiqué dans la règle. Est-ce que tu as intérêt? Pardon? Qu'est-ce que ce dont vous vous plaignez? J'avais mal compris la règle. Moi, je pensais qu'en fait, on partait de sa carte, on est retombé sur sa carte à ça. Non. C'est pour ça que du coup, j'ai dit, j'ai mal compté. Non, c'est pas ça. Il faut bien écouter. Bon. Alors, galerie des folklores de tout genre. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas très illuminé, mais enfin bref. Alors, je ne sais pas si vous êtes de la génération, certainement que non, mais moi, quand j'étais jeune, lorsque, en dehors des fenêtres, les dinosaures se promenaient, il y avait une chanteuse française dite Françoise Hardy, qui a, en 1962, a chanté Tous les garçons et les filles. Vous connaissez la chanson? Bon. Alors, je pense que tout le monde a cette impression, quelquefois dans la vie, que les gens autour de nous s'amusent ensemble, sont tous amis les uns les autres. Moi, je suis seul. Hein. Et alors, je vais vous démontrer que c'est un théorème. C'est-à-dire que démontrer que probablement les gens autour de vous sont plus sociables que vous. Plus précisément, ce que je vais démontrer, que c'est... Vous prenez une foule quelconque, un groupe de gens quelconque, dans une foule, à chacun vous demandez combien d'amis as-tu? D'accord? Vous rassemblez toutes ces réponses et posez cette moyenne-là mieux, petit mieux. D'accord? Ensuite, vous demandez
Combien d'amis chacun de tes amis a-t-il? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Combien d'amis chacun de tes amis a-t-il? Et vous rassemblez toutes ces réponses et posez cette moyenne-là, grand mu. Grand mu ressemble à M, parce que c'est la même lettre, d'accord? Alors, énoncé, c'est que petit mu est inférieur à grand mu. Ou grand mu est supérieur à petit mu. D'accord? Dans ce sens, les gens autour de vous sont plus sociables que vous, en moyenne. Et c'est un théorème. Solution 36. Alors, si la solution est technique, bon, laissez tomber. L'énoncé est beaucoup plus amusant, et en tout cas, c'est ça qui compte. Hein. L'énoncé est beaucoup, beaucoup plus important en général que les démonstrations. De toute façon, quelqu'un l'a démontré, vous pouvez lui faire confiance. Alors, modélisons la foule et les amitiés qui existent dans la foule par un graphe. Graphe au sens de la théorie des graphes. Et pour chaque sommet S, je vais noter valence. C'est un terme chimique, si vous voulez. Valence de S et nombre d'amis de S, c'est-à-dire le nombre de sommets qui sont connectés à S, d'accord, par des arêtes. C'est val de S, valence de S. Bon, évidemment, petit mu, c'est quoi? C'est la somme sur tous les sommets de valence de S divisé par le nombre de sommets. C'est ça, mu. Ça, c'est simple. Mais qu'est-ce que c'est que le grand mu, le grand M? Voici comment on peut raisonner. Regardons, pour un S donné, tous les sommets qui considèrent S comme ami. D'accord? Voilà, tu es mon ami, tu es mon ami, tout le monde. D'accord? Chacun de ces sommets, combien il y en a au nombre valence de S, répond mon ami S à valence de S ami. Vous êtes d'accord? Parce que c'est la définition de valence de S. Mais ces arêtes contribuent donc. Il y a valence de S de ses amis qui disent, de ces sommets qui disent, bon, mon ami a valence S d'amis, donc valence S au carré au grand mu. D'accord? Parce que chacun de ces valences S dit, ah, mon ami a valence S. D'accord? Donc ça contribue valence S au carré à M. Toutefois, ces arêtes sont comptées doubles. Une fois vues de ce côté, d'un bout, une fois vues de l'autre bout, quand on prend différents S. D'accord? Donc, il faut diviser par 2. Donc, grand mu, c'est la somme sur tous les S, sommets S, de valence S au carré, d'accord, divisé par, non pas le nombre d'arêtes, mais 2 fois le nombre d'arêtes. D'accord? C'est mu. C'est le grand mu. D'autre part, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ou Bunyakovsky chez les Russes, on sait que le grand carré de la somme de 1 fois valence de S, somme par rapport à S, est inférieur à la somme de 1 au carré fois la somme de valence S au carré. D'accord? Bon, il suffit de spécifier les choses évidentes. Bon, la somme des valences de S, c'est 2 fois le nombre d'arêtes, parce qu'on compte les valences 2 fois dans chaque côté, encore une fois. Et la somme de 1, ma fois, c'est le nombre de sommets. Et si je mets ça, ça mène au résultat escompté, c'est-à-dire que petit mu est inférieur à grand mu. Le cas d'égalité, c'est-à-dire le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, revient à dire que la valence de vecteur qui a valence de S, pour chaque sommet, doit être proportionnelle au vecteur 1, 1, 1, 1, 1, donc ils sont tous égaux, c'est-à-dire la valence est une fonction constante sur le graphe. Et il y a un terme technique, c'est dans une théorie des graphes pour ce genre de graphe, mais j'ai oublié. Où chaque sommet a le même nombre d'arêtes. C'est quoi? Régulier. Merci. La théorie des graphes est une théorie très belle et qui est très applicable, j'en fais pas mal, mais chaque fois, il faut que j'invente tous les termes techniques, parce que je ne sais jamais. Bon, enfin bref, voilà le théorème. Donc, vous savez, la prochaine fois que vous vous sentez seul, bon, dites-vous que c'est un théorème. Bon. Problème 37. Puisque j'ai l'honneur d'être en France, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas, notamment. Vous savez, un folklore français, par exemple, il y a beaucoup de photos de ce genre en noir et blanc. C'est un enfant qui rentre dans la boulangerie, mais en rentrant, il grignote un bout de longueur aléatoire de la baguette. Et du coup, lorsqu'il rentre à la maison, on reçoit la baguette, mais la baguette n'est pas entière. Il manque un bout de longueur aléatoire. Parfois, c'est un petit bout qui manque, parfois, c'est presque la baguette totale qui manque, mais enfin, c'est une longueur aléatoire. D'accord? Bon, alors, question. Si on veut reconstituer à la maison une baguette entière à partir des baguettes partiellement grignotées comme ça, combien de fois convient-il d'envoyer l'enfant à la boulangerie?
Hein? Bon, il revient une fois, bon, il manque moitié de la baguette, bon, il faut que tu y ailles encore, mais tu reviens, et ainsi de suite. Combien de fois doit-il faire aller-retour pour qu'en rassemblant toutes les baguettes partiellement grignotées, on peut reconstituer une baguette totale? Voilà la question. Vous avez compris la question? D'accord. Alors, il faut deviner combien de fois, à peu près, vous allez dire. Bon, supposez toutes les hypothèses que vous voulez supposer, mais combien de fois il faut envoyer l'enfant? Et je vais supposer que l'enfant est à très faim, donc il peut manger, en général, un enfant français, je sais, de campagne, grignote tout un petit bout, mais cet enfant peut grignoter toute la baguette, souvent. D'accord? C'est une distribution uniforme de longueur sur la baguette. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, c'est très bien. C'est ce genre de personnes avec qui je collabore en mathématiques appliquées, mais cependant, c'est un art de, lorsqu'on se pose un problème, on entend un problème, de poser le problème de façon à le rendre le plus intéressant possible, mais tout en étant que ce soit résoluble. Bon, qui pense qu'il faut l'envoyer une seule fois? Ah non, ce n'est pas raisonnable, parce que la baguette revient en général grignotée, bien sûr, ce n'est pas suffisant. 2 fois, ça va? 3 fois? Ah oui, je pense que vous avez une bonne intention. 4 fois? Oui, d'accord. Bon, on va voir. Voici la solution. Bon, B1, B2, B3, comme la notation suggère, c'est la longueur de la baguette qui revient chaque fois. D'accord? Les variables aléatoires indépendantes qui sont distribuées de façon uniforme sur 0, 1. D'accord? 1, c'est la longueur totale. Et on va considérer le grand n qui est le minimum de petit n, tel que si on ajoute bk, de B1 plus B2 jusqu'à Bn, on dépasse à la fin 1. D'accord? Donc on peut reconstituer au bout de n fois, le minimum de n fois, la baguette totale. Et cette variable, nouvelle variable aléatoire s'appelle grand n. Ce que nous cherchons, c'est l'espérance de n. D'accord? Bon, il y a beaucoup de façons de le faire, mais je vais le faire de façon futée. La probabilité que si on ajoute B1 jusqu'à B petit n soit encore inférieure à 1, c'est-à-dire que la baguette n'est pas constituable, c'est bien sûr, bon, combien de bons chacune est distribuée de façon uniforme sur 0, 1, et puis il y a n factoriel de permutation, donc c'est 1 sur n factoriel. Si vous voulez, pour n est égal à 2, c'est cette partie assurée. Pour n est égal à 3, c'est cette partie assurée, et ainsi de suite. D'accord? Vous, comment dirais-je, intégrez un simplex chaque fois, en chaque dimension, vous divisez par 1 sur n. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais me servir d'une petite technique manœuvre classique en probabilité. On prend la différence. La probabilité que mon nombre de fois, grand n, prenne la valeur petit n, c'est égal à la probabilité que B1 jusqu'à Bn, la somme, dépasse 1, moins la probabilité que B1 jusqu'à Bn moins 1 dépasse 1. D'accord? C'est la différence. Mais là, c'est facile, parce que si on dépasse la probabilité contraire, c'est donc le premier terme, c'est 1 moins 1 sur n factoriel. Le deuxième terme, c'est 1 moins 1 sur n moins 1 factoriel. On fait la différence, et la réponse, c'est n moins 1 sur n factoriel. Bien. Maintenant, on peut aller chez soi, compte tenu de la condition limite, comme quoi grand n est égal à 1 et 0, c'est-à-dire que la probabilité que la première fois que l'enfant revient, on a déjà la baguette complète, bon, c'est la probabilité 0. C'est que l'enfant n'a rien mangé, c'est peu probable. Donc l'espérance, c'est la somme de n fois probabilité du nombre de fois est égal à n, on somme sur tous les n à partir de 1. Et compte tenu de cette formule, c'est la somme de n fois n moins 1 sur n factoriel, mais n commençant par 1, c'est E. D'accord? Donc, il faut envoyer l'enfant E fois. C'est une question à laquelle la réponse est E. C'est bien. D'accord? Et en fait, c'est intuitif à mon avis. Je pense que c'est la même intuition que vous avez exercée, c'est-à-dire que l'espérance du nombre et entre 2 et 3, parce que E, c'est entre 2 et 3, est intuitif parce que, vous savez, pour chaque baguette, l'espérance de longueur est 1,5. D'accord? Et si vous ajoutez 1,5, une fois, c'est 1,5, 2 fois, c'est 1, c'est presque bon, mais 3 fois, bon, c'est bien, on a dépassé 1. Voilà, donc c'est entre 2 et 3. C'est intuitif. D'accord? Vous êtes content, j'espère contente, de trouver une question à laquelle la réponse est E. D'autres situations révèlent comme réponse pi,
par exemple l'aiguille célèbre aiguille de Buffon que tout le monde connaît, donc je ne vais pas en parler, ou gamma, c'est-à-dire la constante de la Mascheroni, c'est la limite de, si vous voulez, la série harmonique jusqu'à n moins log de n. Et là, il y a des questions à laquelle la réponse est gamma essentiellement, ou si vous voulez, E puissance moins gamma, par exemple, le théorème de Mertens qui régit, en quelque sorte, bon, c'est rarement dit, mais qui régit dans quelle mesure les divisibilités par des nombres premiers différents, distincts, sont indépendantes. Mais tout cela, c'est de la culture générale. Aujourd'hui, je vais vous offrir le problème suivant. Un problème qui a une belle réponse, d'accord? Donc c'est de la numérologie, si vous voulez. Voici la question, le problème 38. Une table ronde a été mise avec en adhérence assiette, cuillère, assiette, cuillère, assiette, cuillère, assiette, cuillère, assiette, cuillère, assiette, cuillère, d'accord? Vous visualisez? Assiette, cuillère, et devant chaque assiette, il y a une chaise. Bon, les convives arrivent les uns après les autres, et chacun s'assoit devant une assiette, non encore prise, et regarde à gauche et à droite, et prend une cuillère au hasard selon la disponibilité. Donc, s'il y a une cuillère à gauche et une cuillère à droite, eh bien, je choisis au hasard, à probabilité 1. Mais s'il n'y a qu'une seule cuillère et de l'autre côté la cuillère manque, bien sûr, je prends la cuillère qui est là. Et s'il n'y a aucune cuillère, ma foi, je lève mes bras et puis je ne fais rien du tout. D'accord? Bon. Lorsque la soupe sonne, quelle fraction de convives sera sans cuillère? Voici la question. Vous pouvez deviner à peu près quelle fraction? Et ça, c'est une question encore à préciser peut-être, parce que, bon, quelle est la taille de la table, et ainsi de suite. Bon, et quand est-ce que la soupe sonne? Bon, et ainsi de suite. Bon, soyez raisonnable. Alors, voici une façon de résoudre la question. Solution 38. Ça, c'est pour amuser, hein. Petit p de t, c'est ma notation pour la probabilité assis en instant t et trouve que la cuillère droite manque. Je vais d'abord parler de la cuillère droite. Donc, vous imaginez, c'est moi le convive qui arrive, qui m'assoit à la table et regarde à droite. Tiens, la cuillère manque. C'est la probabilité dont il s'agit. D'accord? La gauche ne me concerne pas pour l'instant. Alors, ce p de t peut être écrit comme une intégrale de 0 à t par rapport à d taux. Et c'est quoi la fonction intégrée? C'est p de taux plus 1 demi de 1 moins p de taux. Pourquoi? Parce que p de taux entre 0 et t, c'est la probabilité qu'un voisin droit plus tôt a trouvé sa droite manquante, d'accord, entre le temps t 0 et t, et donc a pris sa gauche. Et si mon voisin droit a déjà pris sa gauche, eh bien, c'est que ma droite manque. C'est bon? D'autre part, quel est ce terme? Eh bien, 1 moins p moins taux, c'est qu'un voisin droit, plutôt, a trouvé les deux manquantes. Ah, pardon, deux présentes, pardon, c'est pas manquante, deux présentes, et a pris sa gauche au hasard. D'accord? Et puisqu'il a pris sa gauche au hasard, eh bien, ma droite manque. Pardon, ça c'est présente. Et 1,5 parce que c'est au hasard. D'accord? L'un ou l'autre. Et on intègre tout ça entre 0 et t. Sur tout le passé, on rassemble toutes ces probabilités et la somme, ça revient à p de t. D'accord? Il y a une certaine récurrence. Et c'est une récurrence, mais continue, donc il faut dériver. Et la dérivée de p par rapport à t, c'est, eh bien, on remplace ça, c'est p plus 1 sur 2. Et la condition initiale, c'est que p de 0 est égal à 0. C'est-à-dire que si j'arrive le premier, c'est-à-dire en temps 0, eh bien, je suis sûr de trouver les cuillères. D'accord? Et la solution, ma foi, c'est p de t est égal à exponentielle de t sur 2 moins 1. D'accord? Et de même pour la cuillère gauche manquante. Ainsi, on a que p de t, qui est la probabilité de assis. Ah, pardon, c'est pas p de t, pardon, c'est quelque chose d'autre, c'est pas ça. Mais la probabilité d'être assis en temps t et trouve que les deux cuillères manquent, c'est ça la fraction que je veux, c'est cette réponse, c'était E de t sur 2 moins 1, tout ça au carré. De la fraction manquante, la fraction sans cuillère, c'est l'intégrale entre 0 et 1 par rapport à dt de cette fonction, et je trouve ça comme 2 moins racine de E, tout ça au carré, et la réponse est 0,123
4, 1, 2, 3, 4. C'est une belle réponse. Et voilà une question à laquelle la réponse est 0,1234. Voilà. Oui. Pourquoi c'est au carré? Parce que ça, c'est la probabilité que je trouve la droite manquante, mais je trouve la gauche manquante, c'est la même probabilité. Et pour que les deux manquent, c'est ça qui me rend 100 cuillères, eh bien, je multiplie, parce que j'ai supposé que ce sont des indépendances, il y a indépendance. Hein? Si la table est grande, oui. D'accord? D'accord? Hein? Ah oui, oui, d'accord. Donc, encore une fois, je sais. Et pourquoi on intègre jusqu'à 1? Parce que la soupe a sonné en temps 1, et ainsi de suite. Bon, reformulez la question à votre satisfaction et la rendez intéressante. Mais en tout cas, dans cette formulation, la réponse est 0. Bon, il a fallu que je manigance quelque chose pour que la réponse tombe juste 0,12354. Très bien. Bon, passons à la dynamique maintenant pour un peu terminer. Imaginez une roulette, d'accord? Une roulette qui tourne, mais elle n'a que de 0 à 9. Il n'y a que 10 chiffres. Okay? Une roulette normale, il y a beaucoup d'autres chiffres, mais ici, de 0 à 9 seulement. Si vous voulez, vous lancez un dé qui a 10 faces. C'est la même chose. Et faisons la tournée de façon répétée et engendrons une suite. Je suis un francophone à l'ancienne mode, donc je dis engendrer, pas générer. Mais en tout cas, on va engendrer une suite. Chaque chiffre est entre 0 et 9. D'accord? Alors, voici ce qu'on va faire. Jean-Pierre et moi, nous allons jouer à ce jeu. Dès que le motif 0,2 apparaît, vous, Jean-Pierre, vous gagnez. Et si le motif 1,1 apparaît, eh bien, c'est moi qui gagne. D'accord? Dans cette suite. Alors, prenons cette suite. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 0, 6, 5, 3, 5, et ainsi de suite. Vous reconnaissez? Et on se poursuit. 0, 2 n'apparaît pas, 1, 1 n'apparaît pas. Ah, tiens, à la fin, 7, 9, 5, 0, 2. Tiens, c'est Jean-Pierre qui va gagner. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Et on joue à ce jeu. Alors, un peu de philosophie 40. Je suis sûr qu'il y a les gros malins dans la salle qui vous signalent que le 7e chiffre, ça devrait être 2. Hein? Mais dans ce cas, réfléchissez pourquoi vous dites cela. Mais personne n'a dit que c'était pi. C'est une suite qu'a engendré la roulette. C'est de la philosophie. Hein? Attention. Bon, alors, problème 41, c'est notre problème. Qui espère son motif plus tôt? C'est-à-dire que votre temps d'attente jusqu'à ce que votre motif apparaisse et le mien, mon temps d'attente, qui sera plus long? Qui attendra plus long? Qui trouvera ce motif plus tôt? D'accord? Eh bien, vous allez dire, c'est une question stupide parce que 0, 2 et 1, 1 ont la même probabilité, bien sûr. Mais c'est une fausse solution, il se trouve. Est-ce que vous êtes bien sûr de comprendre la position du problème? Il y a une roulette qui tourne et puis ça engendre une suite aléatoire de chiffres, d'accord, entre 0 et 9. Et vous choisissez un motif de longueur 2, par exemple 0,2, et moi je choisis un motif de longueur 2, 1, disons, et on se demande bon, qui verra ce motif le premier. D'accord? Et il se trouve qu'il y a une différence. Tous les motifs ne sont pas égaux. Certains sont plus égaux que les autres. Et il se trouve que la vraie solution, c'est l'attente moyenne jusqu'à l'apparition de 0,2 et 10 tours de roulette. Alors que pour 1,1, c'est 110. Nettement supérieur en moyenne. Il faut attendre plus longtemps. Votre motif apparaît donc plus tôt en espérance. Alors, voici l'intuition. Suivez-moi bien. Nous sommes en train de jouer à jeu, mais on va y surimposer, c'est le cas de le dire parce qu'il s'agit de l'argent, surimposer un autre jeu. D'accord? On est en train de tourner la roulette et puis on engendre une suite, mais on va jouer un autre jeu en même temps. Voici le jeu. Supposons que ce jeu de roulette soit décidé en deux tours de la roulette. D'accord? Alors, bon, en 2 tours, 0,2 et 1,1 apparaissent avec la même probabilité. Égal, c'est 1 sur 100. Ça, c'est d'accord. Bon.
Mais maintenant, supposons que le jeu soit décidé en 3 tours. Exactement 3 tours, pas plus ni moins de la roulette. Alors, vous gagnez avec la suite quelque chose 0,2 ou quelque chose admet 10 possibilités. Vous êtes d'accord? Ça peut être 0, 1, 2 jusqu'à 10. Tandis que moi, je gagne avec quelque chose 1, 1, mais ce quelque chose n'admet que 9 possibilités. Pourquoi? Parce que la possibilité 1, 1, 1, ça aurait été décidé en 2 tours déjà. Parce que 1, 1 a déjà paru. Donc, comment dirais-je, dans le cas où le jeu a été décidé en 2 tours, vous êtes à égalité, nous sommes à égalité, mais s'il a été décidé en 3 tours, eh bien, vous gagnez. Parce qu'il y a 10 possibilités pour vous de gagner, tandis que moi, je n'en ai que 9. Donc, vous voyez le début de l'inégalité entre nous deux. D'accord? C'est ça le début de l'intuition. Pour faire le cas général, nous allons exploiter une technique très célèbre dite de martingale. Vous connaissez martingale tous, presque tous alors. Et vous connaissez aussi que martingale, en fait, c'est ça, en général. Mais on va le faire sans formalisme. Bon, solution 41, solution officielle. Si vous avez envie de dormir, je vais vous réveiller à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas trop, mais c'est pour les probabilités. Alors, espérons, disons, le motif AB que j'ai dessiné en brun. Donc, pour vous, c'est A est égal à 0, B est égal à 2, et pour moi, c'est A est égal à B est égal à 1. D'accord? Alors, comme j'ai commencé à dire, pardon, j'ai mal parlé tout à l'heure, on va surimposer un jeu monétaire que voici. Voilà. On est en train de tourner la roulette de façon répétée, mais on va jouer un jeu monétaire. Chaque fois que la roulette tourne, on paie automatiquement le frais de participation d'1 €. On n'a pas de choix. On paie 1 € pour participer. Et cet euro, 1 € est toujours parié sur A. D'accord? Maintenant, si A ne sort pas, eh bien, votre euro est perdu. Si A sort, vous obtenez 10 € qui est tout de suite reparié sur B au tour suivant. Donc, vous ne le voyez guère. Vous l'avez reçu, mais vous le repariez. Et attention, au tour suivant, bien sûr, vous payez aussi le frais de participation d'1 €, hein, et ainsi de suite. D'accord? Et si au tour suivant, B ne sort pas, eh bien, 10 € sont perdus. Hélas. Mais si au tour suivant, B sort, eh bien, vous obtenez 100 €. D'accord? Voici le schéma. Donc, 1 € chaque fois est payé comme frais de participation, mais avec probabilité 1/10, cela vous donne 10 €. Avec probabilité 9 sur 10, ça donne 0. Quant à 10 € qui revient, tout de suite, il est pareil sur le tour suivant. Et avec probabilité 1/10, ça donne 100 €, ça rapporte 100 €, mais avec probabilité 9/10, ça rapporte 0. Et vous verrez bien que c'est un jeu équitable, parce que l'espérance est nulle. Ça ne favorise ni vous, ni la maison, ni moi. D'accord? C'est équitable. D'accord? C'est ça le mot-clé de martingale. Équitable. Alors, attention, ça va compliquer maintenant. Cas A n'est pas égal à B, c'est-à-dire votre cas, 0, 2. Hein? A est égal à 0, B est égal à 2, mais en général, A et B sont différents. Et supposons que la roulette sort une suite, quelque chose A, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose, et A, B. Et là, vous avez gagné à la fin. D'accord? Alors, le jeu évolue. Pardon, il y a quelque chose qui manque là. Alors, c'est le tableau gain, pari, perte. D'abord, vous avez payé 1 € et qui est devenu 10 € parce qu'au suivant, j'ai eu A. D'accord? Mais en même temps, 10 € est réinvesti au pari. Et avec 1 € de participation, vous avez mis 11 € si vous voulez. Mais au suivant, B n'est pas sorti, donc tout est perdu. D'accord? Mais chaque fois, vous payez le frais de participation 1 € à 1 €, il est toujours perdu. Mais à la fin, cet 1 € devient 10 € parce que j'ai vu paraître A. D'accord? 10 est réinvesti avec 1 € et B est sorti, donc 10 € est devenu 100, alors que 1 € de participation est perdu parce qu'on n'a pas vu A à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va à peu près? Bon, vous êtes perdu. Bon, ça va. Mais comme le jeu est équitable, à tour par tour, c'est ça l'idée essentielle, il doit être équitable aussi. Quand on fait le bilan, on tente d'espérer d'arrêt T, c'est-à-dire là, à la fin. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'attente moyenne jusqu'à AB, c'est le temps T. D'accord? Alors, en temps T, vous avez payé combien en frais de participation? T en frais de participation, parce qu'il y a eu T tours. Et chaque tour, il faut payer 1 €. D'accord? Mais à la fin, je ne sais pas, enfin, il y a eu des soustractions et des additions, mais à la fin, vous obtenez 100 €.
D'accord? Et c'est un jeu équitable. Ça veut dire que votre perte espérée et votre gain espéré doivent s'équilibrer, c'est-à-dire moins t plus 100 doit être 1, c'est-à-dire t est égal à 100. Ça vous donne le temps espéré d'attente, t, c'est 100 fois. D'accord? Pour que A, B, votre motif A, B apparaisse lorsque A n'est pas égal à B. Mais attention, lorsque A est égal à B, quelque chose d'autre arrive. Bon, tout se passe comme avant, sauf à la fin. À la fin, regardez ce qui se passe. La différence, c'est le destin, pour ainsi dire, de 1 euro de participation que j'ai parié juste avant l'apparition de AA. Bon, cet 1 euro est devenu 10 euros parce que A a paru, et 10 euros a été réinvesti. Et je paie aussi 1 euro pour participation, mais à la fin, je vois A. Donc 10 euros devient 100 euros, mais comme A a été mis, parié sur A, 1 devient aussi 10. D'accord? Ce qui fait que dans le cas A n'est pas égal à B, cet 1 euro a été perdu en temps t, tandis que dans le cas A est égal à B, à la fin on voit AA, il rapporte le gain de 10. Ultérieurement. Le bilan en t est donc, voici, vous avez payé t en frais, comme d'habitude, mais vous obtenez à la fin 100 plus 10. Ce 10 a été rapporté par 1 euro que j'ai payé en frais de participation en étape pénultième. Et t est égal à 110, c'est-à-dire que mon temps d'attente est 110, non pas 100. Donc j'attends plus longtemps que vous. C'était un peu corsé, mais je vais distribuer. À propos, je mets toutes ces notes en forme beaucoup plus nettoyée sur l'Internet, sur la page. Si vous cherchez Tokieda, DMA, cours de Tadashi, vous allez trouver. Et tout est téléchargeable. Par exemple, les notes de la semaine dernière, d'ailleurs, je les ai encore plus nettoyées, et celles-ci seront mises à la ligne. Alors, je vais conclure avec une petite histoire. Permettez-moi une minute. Alors, j'ai fait cet exposé il y a 7 ans, 8 ans, et inspiré. Alors, dont l'assistance était, bon, c'était à Stanford, lorsque j'étais professeur invité là-bas, comme à l'école normale, il y avait 120 personnes dans l'auditorium, dont un Sundararajan, le plus grand théoricien des nombres analytiques au monde, et un vieux copain à moi depuis Princeton. Et Sand, comme on appelle, a cherché un phénomène analogue après cette conférence dans la suite des nombres premiers et a trouvé. En fait, il y a ce genre de problème, enfin de phénomène en théorie analytique des nombres dans la suite des nombres naturels. Et c'est devenu un papier célèbre en 2016. Vous allez trouver ça, vous faites une recherche sur Sundararajan Lemke. Et cette trouvaille, à son tour, a déclenché vraiment un flot de travaux très important. Voilà. Donc ça existe en théorie des nombres aussi. Alors, un dernier problème peut-être que je vais passer rapidement. Une pièce de monnaie est lancée comme ça, de nombreuses fois, pile, face, face, pile, face, face, et ainsi de suite. Et nous jouons avec des motifs de longueur 3 maintenant. Par exemple, je peux choisir le motif PPF, vous pouvez choisir le motif FPF. Théorème. Pour tout motif que je choisis, c'est moi d'abord qui choisis, ensuite vous choisissez, il existe un motif que vous pouvez choisir tel que votre motif apparaisse avant le mien. Vous vous rendez compte de la folie de cet énoncé? En principe, tous les motifs devraient être à peu près symétriques. Mais selon l'ordre dans lequel vous jouez le jeu, le deuxième gagne toujours. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Donc, on lance une pièce de monnaie de nombreuses fois, il y a une suite de pile-face, et ainsi de suite. Je dis mon motif d'abord, et en réponse à mon choix, vous pouvez toujours choisir un motif de longueur 3 qui apparaîtra avant le mien. Toujours. La non-transitivité. Alors, l'intuition, supposons que j'ai choisi PPP. Alors, vous choisissez FPP. Pourquoi? Parce que si PPP apparaît pour la première fois comme ça, d'accord, ça veut dire que juste avant PPP, ce truc devait être F. Hein? Parce que sinon, si c'était P, PPP aurait apparu une lancée plus tôt.
le fait que je dis ça a apparu pour la première fois, ça veut dire que ce truc juste avant doit être F. Mais ça veut dire que votre FPP a apparu avant le mien. D'accord? En quelque sorte, la seule exception à propos, c'est que si la suite totale débute PPP, mais ce qui n'arrive avec la propriété 1/8, donc FPP apparaît plutôt avec propriété 7/8. D'accord? L'idée, c'est de choisir, moi je choisis, et vous choisissez une suite, un motif de sorte à bloquer l'entrée à ma suite. Pour atteindre ma suite, il faut que je passe par la vôtre. C'est ça l'idée. D'accord? Bon, cet argument est élégant et en fait applicable, mais il faut calculer un peu en général. Donc c'est la solution. Pour tous les motifs de longueur 3, voici les inégalités. Par exemple, ça veut dire que FPP apparaît plutôt que PPF avec la probabilité 3 quarts, et ainsi de suite. Et là, bon, ce que je viens de raconter, c'est ça. Mais pour les autres, il faut calculer, mais vous avez repéré au milieu un cycle non transitif. Bon, donc tout ça, je vais conclure maintenant. Je n'ai pas démontré le théorème central limite. Mais autrefois, c'est la dernière histoire, j'ai vu une démonstration de ce théorème, une démonstration dans la nature. À Cambridge, en Angleterre, j'avais un bureau dans un bâtiment du XIVe siècle en pierre, et il y avait un escalier en colimaçon qui montait. Et vous savez, sur des très vieux escaliers comme ça, le milieu de la marche, chaque marche est usé un peu comme ça. Alors, j'ai regardé ce milieu, la tête en bas comme ça, et j'ai vu que l'usure était une courbe gaussienne. Et c'est ça le théorème central limite. Bien sûr, parce que les gens ont fait les marches un peu aléatoirement, et puis c'est ça. Et j'ai même fait une photo et j'ai mis un graphe mathématique. Ça colle pile. Eh bien, bon week-end et à la semaine prochaine.